Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Dans cette vidéo, je vais exposer le 5e chapitre de la mécanique analytique intitulé Théorie de Hamilton-Jacobi et variable angle action. Sachant que les transformations canoniques sont utilisées en principe pour faciliter la recherche des solutions des équations du système, les équations du mouvement d'un système. Donc, ils sont générales, mais on cherche la transformation canonique la plus simple, qui permet donc d'obtenir une solution aux équations du mouvement. Nous avons déjà parlé d'une première méthode, celle qui permet donc de rendre toutes les coordonnées cycliques. Et dans ces conditions-là, le nouvel hamiltonien ne dépend que des impulsions, et donc c'est plus facile d'obtenir la solution du problème. Dans ce chapitre, nous allons exposer une deuxième méthode. C'est la méthode de Hamilton-Jacobi. Cette méthode consiste à prendre une transformation canonique qui rend le nouvel hamiltonien obtenu, qui le rend strictement nul. Il est bien évident donc que si le nouvel hamiltonien est nul, ça veut dire que les nouvelles variables canoniques sont des constantes. Alors, nous allons exposer cette méthode. Regardons alors un système canonique dont la transformation c'est Q dont la transformation fait passer de QP vers grand Q grand P. Et que donc grand Q grand P, admettons qu'ils sont des constantes. Dans ces conditions-là, regardons qu'est-ce qui va se passer si on prend le nouvel hamiltonien comme étant nul. Bien. Tout d'abord, on doit savoir que cette situation-là est possible parce que dans notre système, on a des constantes d'intégration, c'est-à-dire des constantes du mouvement, par exemple. On a aussi les conditions initiales K0 et PK0, c'est-à-dire des conditions initiales à t égale 0. On va vérifier donc par exemple que ces conditions initiales peuvent constituer une solution du problème. On sait que les QK et les PK dépendent des conditions initiales et du temps comme étant des solutions du mouvement. L'inverse de ces équations-là, c'est-à-dire la recherche de QK0 et de PK0, permet donc de les obtenir comme étant des fonctions de QK et de PK et éventuellement du temps. Lorsqu'on a cette transformation, c'est-à-dire qu'on passe de QK-PK à l'instant t aux variables QK0, PK0 à l'instant t égale 0. Bien. Et donc, les nouvelles variables grand QK et grand PK sont les positions et les impulsions à t égale 0.
Ceci étant dit, examinons alors le nouvel Hamiltonien lorsque les nouvelles impulsions, les nouvelles variables et les impulsions sont des constantes. Grand QK est constante, donc ça veut dire V égale 0, donc D de K sur D de PK égale 0, c'est-à-dire que K est indépendant de grand PK. La même chose, le nouvel Hamiltonien, on voit qu'il ne dépend pas aussi de grand QK. C'est-à-dire alors qu'il reste uniquement que K, le nouvel Hamiltonien ne dépend plus ni des coordonnées, ni de leur impulsion, il dépend uniquement du temps. Puisque c'est une fonction uniquement du temps, donc on peut la prendre comme étant nulle. Alors, si K égale 0, d'après la relation qui lie l'ancien Hamiltonien avec le nouvel Hamiltonien à la fonction génératrice G, K égale 0 donne H, parce que nous avons K moins H est égal à D de G sur dt. Si K égale 0, donc H moins D de G sur dt est égal à 0. Et cette équation-là est valable avec la condition, bien sûr, que les anciennes impulsions P sont des dérivées partielles de la fonction génératrice G par rapport aux anciennes coordonnées. Donc cette équation-là peut s'écrire sous la forme suivante, dans laquelle on a remplacé la variable P par D de G sur D de Q. Et on obtient alors l'équation suivante. Cette équation-là, notée équation 1, est une équation ou dérivée partielle en temps et en espace. C'est une dérivée partielle, c'est une équation ou dérivée partielle du premier ordre en temps, parce qu'il n'y a que D de G sur dt, mais pour l'espace, il peut être du premier ou du deuxième ordre, mais elle va être généralement du deuxième ordre. Cette équation-là est dite équation de Hamilton-Jacobi, associée à l'hamiltonien H. Cette équation donc représente le point de départ de la méthode générale d'intégration des équations canoniques. Donc le point de départ, c'est d'écrire l'équation de Hamilton-Jacobi. Et puis, la méthode continue. Bien. Il est clair que l'action S est une génératrice vérifiant l'équation de Hamilton-Jacobi. L'action S, parce que la génératrice G ici vérifie l'équation de Hamilton-Jacobi, donc si j'arrive à obtenir, à montrer que S est la génératrice qui vérifie donc cette équation, ça veut dire donc que c'est une intégrale première de cette équation. Alors, je sais que l'action S s'écrit par définition sous cette forme. Donc c'est une fonctionnelle qui s'écrit donc en fonction du Lagrangien L. On l'a vu ceci on l'a vu dans le chapitre 1. Ce qui montre alors que D de S est égal à L dt. Et si je remplace L d'après la transformation de Legendre en fonction de As, j'obtiens donc cette expression-là. Ceci a été vu dans le chapitre précédent. Et cette écriture-là de D de S
permet donc de voir que PI est égal à D de S sur D de QI. PI est égal à D de S sur D de QI. Et que donc D de S sur DT, D de S sur DT est égal à moins H. C'est-à-dire que D de S sur DT plus H est égal à 0. Et que donc ce PI peut être remplacé ici et obtenir donc la même équation que l'équation de Hamilton-Jacobi. Donc S, l'action S, est une génératrice qui vérifie donc l'équation de Hamilton-Jacobi. La deuxième remarque, toute fonction f vérifiant l'équation de Hamilton-Jacobi est dite intégrale complète de cette équation. Si f vérifie l'équation de Hamilton-Jacobi, ça veut dire que f est une intégrale première, est une intégrale complète, je veux dire. C'est une intégrale complète de cette équation-là, l'équation de Hamilton-Jacobi. Cette fonction-là, f, dépend de n constantes arbitraires alpha k, qui ne sont pas des constantes additives, et s'écrit donc f égale f de qk, de alpha k et du temps. Voilà donc l'écriture de cette fonction. Donc l'intégrale complète, c'est la solution de l'équation de Hamilton-Jacobi qui dépend des anciennes coordonnées qk et des constantes alpha k au même nombre que les coordonnées qk. L'équation de Hamilton-Jacobi, c'est une équation qui n'est pas facile à intégrer. La recherche de sa solution généralement, il existe des cas où il est difficile d'obtenir sa solution. Alors, on cherche des méthodes pour la résoudre. Alors, cette équation de Hamilton-Jacobi dépend donc des coordonnées QI au nombre n et du temps. Donc, en intégrant, on a n plus une constante arbitraire qui s'ajoute au problème. L'intégrale complète s'écrit alors sous cette forme-là. S est égal à S de QI alpha I t plus A. Ici, I donc égale à 1 jusqu'à n. Et A, c'est la constante qui s'ajoute parce que nous avons n plus une constante. Les alpha I et A sont les n plus 1 constantes du arbitraire. Nous avons alors la liberté de choix des n constantes d'intégration et nous pouvons les identifier aux nouvelles impulsions. Par exemple, c'est-à-dire que l'on écrit PI est égal à alpha I. Bien. Les nouvelles impulsions PI est égal à alpha I, on peut leur associer des constantes bêta I que nous allons prendre comme des nouvelles coordonnées grand QI. Et dans ces conditions donc, je vois que PI, c'est-à-dire l'ancienne impulsion, c'est la dérivée de S par rapport à la coordonnée QI, et bêta I, c'est la dérivée de S par rapport à alpha I. Donc ici c'est l'équation 2, et là c'est l'équation 3, pour I égale 1 jusqu'à n. Je vois donc que c'est comme S est une fonction génératrice de type 2. Bien.
la solution de l'équation 3, ici, cette équation-là, 3, c'est l'équation à partir de laquelle je peux obtenir les QK, parce que j'ai S qui dépend de Q, alpha T, donc les variables QA peuvent être calculées en fonction de alpha I et de bêta I selon cette équation-là. Ici, j'ai les QK qui dépendent de bêta I, alpha I et éventuellement et du temps. Alors, je peux injecter les QK dans la solution ici et obtenir directement les PK qui dépendent donc, parce que S est une fonction de Q alpha T, en remplaçant Q par les alpha I et les bêta I et le temps comme ici, on obtient alors les anciennes impulsions PK qui dépendent donc des constantes alpha I, bêta I et le temps. Et sachant bien sûr que les alpha I et les bêta I sont des constantes arbitraires dépendant des conditions initiales. Cette méthode que je viens d'exposer ici se résume de la façon suivante. Tout système, on peut lui associer un Hamiltonien. Tout système mécanique, bien sûr, auquel on peut associer un Hamiltonien H. À partir de l'Hamiltonien H, je sais écrire l'équation de Hamilton-Jacobi. C'est très simple. En choisissant une génératrice qui serait par exemple S, l'action S, et écrire cette équation. L'intégrale complète de l'équation de Hamilton-Jacobi serait de trouver donc l'expression de S en fonction de Q et d'alpha I et du temps. Ici donc, si je prends S comme étante de type 2, je sais alors écrire que bêta I est égal à D2S sur D2 alpha I, et avec bêta I, c'est la nouvelle coordonnée QI. Et donc j'obtiens à partir de cette équation-là, je sais par inversion obtenir les QK en fonction de alpha I de bêta I. Et donc, les impulsions sont déduites directement par la dérivation de S par rapport au QI, dans laquelle on a remplacé les QK par leur expression et obtenir donc PI en fonction de alpha et en fonction de alpha et bêta. Bien. Donc, la méthode est très simple. L'écriture de l'équation de Hamilton-Jacobi à partir de l'hamiltonien, ce n'est pas difficile. La recherche de l'intégrale complète nécessite quand même une méthode mathématique qui permet donc d'obtenir cette intégrale complète. Une fois que l'on a l'intégrale complète, en dérivant cette intégrale complète par rapport aux alpha I, on obtient les bêta I. Donc cette équation permet d'obtenir donc les coordonnées QK en fonction des constantes alpha et bêta. Et donc la deuxième équation, la dérivée de S par rapport aux variables QI, permet donc d'obtenir les PI. On verra ça dans certains exemples, comment l'appliquer. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.